pas pour vous, mais pour moi, jamais, dans toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, petites, moyennes ou grandes, internationales ou nationales, importe, un directeur commercial, un manager, un patron, un directeur du marketing ne m'a expliqué comment calculer le nombre de deals à avoir pour réaliser mon objectif. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une problématique que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises qui est de savoir structurer pour un vendeur son pipe commercial et pour le marketing de générer des leads qui vont pouvoir être transformés en opportunités commerciales pour pouvoir être gagnés. Et pourtant, ce sujet, personne n'échange sur cette finalité d'un objectif. Avoir un mode de calcul permettant de trouver le nombre de leads à générer pour que ces leads puissent être transformés, encore une fois, en vraies opportunités commerciales afin d'être gagnés. Ce sujet, c'est peut-être aussi la guéguerre qui existe entre la vente et le marketing. Pour moi, il y a deux sujets qui génèrent la guéguerre entre la vente et le marketing. C'est d'abord que les deux départements ou équipes peuvent avoir des objectifs différents, doivent être une continuité d'un objectif commercial final à atteindre dans une stratégie globale et une tactique commerciale et marketing d'ensemble. Et le deuxième point, pour moi, c'est d'avoir une connaissance et un socle commun, et qui est commun aux deux, de savoir générer la confiance, donc de la gestion d'un lead jusqu'au closing. Sujet des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et donc réussir à vendre. Maintenant, on va s'attaquer au sujet. On peut calculer et structurer à la fois le nombre d'opportunités d'un pipeline et le nombre de leads à avoir en entrée de pipeline. Alors la première chose à faire, elle est toute simple, c'est de prendre un historique de vente l'année dernière ou même sur une durée un peu plus longue, peu importe, et on va calculer le deal idéal. Et le deal idéal, c'est quoi? C'est tout simplement, et ça c'est simple à comprendre, c'est de prendre donc l'ensemble des opportunités qui ont été gagnées, de calculer le chiffre d'affaires que toutes ces opportunités représentent et de le diviser par le nombre d'opportunités gagnantes. Et là, vous avez trouvé un chiffre d'affaires moyen. Et ce chiffre d'affaires moyen, ce que moi j'appelle le deal idéal. Le deal idéal va être la base et je suis sûr que ça va devenir votre zone de confort. C'est cette zone-là qu'il faut atteindre. La zone de confort, c'est vraiment le deal moyen. Et je suis sûr que votre procédure commerciale est plus adaptée pour pouvoir gérer et générer du succès sur le deal idéal en termes de chiffre d'affaires, donc qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires que vous avez généré sur toutes les affaires gagnées, divisé par le nombre d'opportunités. Et après, à partir de là, on va prendre toujours sur les opportunités gagnantes, on va prendre toutes celles qui sont au-dessus de cette moyenne et toutes celles qui sont au-dessus, on va recalculer une autre moyenne, une moyenne haute et une moyenne basse pour trouver en fait deux segments bas et deux segments hauts, plus le montant du deal idéal. Et là, en fait, je vais comprendre, on n'est pas dans une logique d'analyse de la RFM, récence, fréquence, montant. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on cherche à segmenter. Donc, vous pouvez avoir peut-être 3 segments, 7, 8, 10, peu importe. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les segments. On peut faire après des recoupements pour de la structure du pipe idéal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Trouver l'idéal, les segments supérieurs ou inférieurs en termes d'écart de chiffre d'affaires ou des moyennes. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de calculer le pourcentage que représente chacun de ces segments dans l'ensemble des opportunités que vous avez gagnées. Un pourcentage de ce que représente chaque typologie et segment de deal dans l'ensemble des deals que vous avez gagnés. Après, on va s'occuper donc des affaires perdues, en stand-by, non abouties, etc. ou abandonnées. C'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué à réaliser, donc de calculer les ratios de pertes dans les 3 phases d'un cycle de vente, les différentes étapes qui composent ces 3 phases. Donc ça, vous pouvez le faire de manière générale, prendre l'ensemble de vos opportunités perdues, parce qu'en fait les gagnants, on s'en fiche, elles ont été gagnées. Donc ça veut dire qu'on a eu un succès donc à 100% sur toutes les étapes. Prendre les affaires perdues, n'oubliez pas de prendre celles qui sont en stand-by et celles que vous avez disqualifiées pour trouver et calculer sur l'ensemble des opportunités, des étapes du ratio de perte. Une fois que vous avez calculé cela,
pour l'ensemble de vos opportunités perdues, donc de faire une moyenne. Et si vous voulez être beaucoup plus pointueux, vous pouvez aussi calculer ça par segment d'opportunité. Et vous verrez qu'il y a des ratios qui sont différents. Vous allez avoir peut-être des ratios de pertes à chacune des étapes et de votre processus d'un cycle de vente en fonction de la taille des deals que vous traitez. Une fois que vous avez écrit cela, il va falloir projeter le pourcentage des deals que vous avez gagnés par rapport à la taille qu'ils représentent sur l'objectif qu'on vous demande de réaliser, mais en plus, il va falloir intégrer et projeter dedans les ratios de pertes dans chacune des phases d'un cycle de vente. Et ça va vous donner un nombre d'opportunités à traiter pour pouvoir réaliser votre objectif. Faites l'exercice et ça va vous donner vraiment conscience du nombre de deals que vous devez traiter par taille sur l'année pour pouvoir réaliser votre objectif. Alors, quelle est votre vision idéale d'un pipeline d'opportunités commerciales? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle est votre vision idéale d'un pipeline d'opportunités commerciales? Je me pose des questions. Je vois des consultants, des experts en vente, des coachs qui disent sur LinkedIn, bon ok les gars, c'est la fin d'année ou c'est la rentrée et donc c'est le moment de nettoyer votre pipe d'opportunités des affaires qui signeront jamais. Pourquoi? Parce que en réalité, ils analysent le taux de transformation ou le succès d'opportunités par rapport à la durée moyenne d'un cycle de vente. Et en fait, toutes les opportunités qui ont dépassé la durée moyenne en fin d'année ou en début d'année, pour eux, sont considérées comme des opportunités qui ne se gagneront jamais. À partir de là, ils disent c'est le moment de nettoyer votre pipe pour repartir sur une nouvelle année et avec un pipe plus juste. Mais en réalité, ça veut dire quoi ça? Quand vous nettoyez 2 fois par an votre pipe pour essayer de repartir sur une nouvelle année ou une nouvelle période pour remplir votre pipe et atteindre vos objectifs. Dire qu'en réalité, vos prévisions de vente sont plus ou moins justes que 2 fois dans l'année. C'est exactement cela que ça veut dire. Et quand je rencontre aussi des gens de marketing, des directions commerciales, où je leur dis mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour doubler le nombre d'opportunités que vous avez dans votre pipeline pour espérer doubler quelque part votre chiffre d'affaires? La majorité des gens pensent, et sans comprendre le fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants dans un cycle de vente pour un acheteur pour pouvoir obtenir confiance et réussir à vendre, pensent qu'il faut tout simplement doubler le nombre de leads en entrée de pipe. Mais en réalité, et faites les calculs, je les ai fait plusieurs fois sur plusieurs entreprises, si vous ne changez rien à votre méthode de gestion d'opportunités depuis la gestion d'un lead jusqu'au closing, ce n'est pas doubler le nombre d'opportunités qu'il vous faudra, mais c'est au minimum tripler, voire quadrupler le nombre d'opportunités pour essayer de doubler votre taux de transformation. Tout ce que je vous raconte là est simplement lié à une interquantitative du nombre d'opportunités et non pas à une démarche quantitative. Plus votre pipe est ouvert, plus vous perdez du temps et vous gérez d'opportunités perdantes. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre à éliminer toutes ces vraies fausses opportunités et surtout d'aller chercher de nouvelles opportunités. On peut très bien imaginer, et c'est ce que je dis moi quand je mets en place le fonctionnement du cycle d'achat client. La première chose que va faire le fonctionnement du cycle d'achat client, c'est qu'il va épurer vos opportunités. Et donc, votre pipe va être comme ça, il va devenir comme ça. Alors je sais que c'est pas très vendeur, c'est pas très cool de vous dire, lorsque vous mettez en place le fonctionnement du cycle d'achat client pour gérer vos opportunités commerciales, la première chose qui va se passer, le nombre d'opportunités va diminuer et donc vos prévisions de vente risquent de diminuer. Mais en fait, ça c'est le départ. Un pipe idéal, en réalité, il devrait être comme ça. On transforme toutes les opportunités qui rentrent et qui sortent. Et après, dans le temps, et en fonction de la durée de votre cycle de vente moyen, il va se passer ça. La différence qu'il y a entre une gestion quantitative et une gestion qualitative de vos opportunités pour pouvoir réaliser vos objectifs. Je vous dis à très bientôt, au revoir et surtout prenez soin des autres. Surtout, ne dites pas que la vente est complexe, mais dites plutôt que vous ne savez pas comment fonctionnent dans les 3 phases d'un cycle de vente les 4 éléments du cycle d'achat client qui vont permettre aux vendeurs d'obtenir la confiance de leurs prospects pour les transformer en clients. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que moi j'ai défini comme le triangle des Bermudes pour les commerciaux à travers cette compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client que malheureusement 93%
90% des vendeurs, des managers, des conférenciers, des coachs de vente, des docteurs en vente, etc. ne connaissent pas. Et eux, ils évoquent en réalité non pas le fonctionnement de la vente, mais les éléments périphériques des différentes formes contenant liées à l'interprétation des différentes techniques de vente. Ce n'est pas la même chose. À tel point que lorsque je réalisais des conférences sur cette compréhension du fonctionnement du cycle de chaque client, j'ai toujours souhaité d'abord que mes conférences puissent être interactives. Ça n'a jamais été des monologues d'une manière presque religieuse de tout ce qui pouvait se raconter. Non, je n'ai jamais voulu cela. J'ai toujours voulu avoir une certaine forme d'interactivité avec les personnes présentes pour pouvoir justement confronter leur expérience et la mienne par rapport à cette connaissance du fonctionnement du cycle de chaque client et les différents mécanismes et principes commerciaux pour pouvoir réussir à vendre. Et dans mes conférences, il y avait 3 questions majeures. Parmi les questions, et ce qui est intéressant justement par rapport aux gens qui évoquent la vente complexe, disant que c'est simplement une multiplication d'interlocuteurs en mode B2B qui peuvent intervenir dans les 3 phases d'un cycle de vente, et cette multiplication d'interlocuteurs peut faire que la durée d'un cycle de vente peut être plus long que prévu. Ok, alors je leur posais une question sur une thématique qui était simple, c'est-à-dire c'est quoi finalement la vente. Et j'ai remarqué que la majorité des personnes qui étaient présentes, d'un très bon niveau commercial, avec une très lourde parfois ou très grande expérience commerciale, avec des diplômes très importants en fait on va dire en termes de vente ou de marketing, me donnaient toujours des définitions pour répondre à cette question. Mais c'est quoi la vente? Des explications très complexes en disant il faut une correspondance entre les besoins, les attentes, etc. Mais toujours c'était des définitions très complexes. Et je pense que leur analyse, pouvoir répondre à cette question d'une manière très simple, est justement due au fait qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement du cycle d'achat client, mais en plus, on leur inculque dans une certaine forme de culture à travers justement une sorte d'objectif ou de laisser croire que la vente est complexe, qu'ils ont oublié, malheureusement, ou qu'ils ne savent pas répondre à cette question, par une simple définition, la vente est tout simplement l'échange d'un produit ou d'un service contre de l'argent. Autrement, c'est du troc. Et c'est totalement différent. L'argent, en fait, rentre en ligne de compte dans justement la relation acheteur-vendeur. Cette notion monétaire n'existe pas dans une transaction liée au troc. Mais le mécanisme est le même en réalité. Donc, je vais vous expliquer effectivement à travers cette fameuse connaissance du fonctionnement du cycle de chaque client, triangle des Bermudes des vendeurs. Alors pour ceux qui suivent ce que je raconte sur le sujet, vous avez pu voir les vidéos précédentes. La confiance est une droite qui part du plus bas, donc dans la phase de découverte, pour arriver au plus haut dans la phase du closing. Donc cette droite, en réalité, qui est la confiance, est la résultante des 4 courbes du fonctionnement du cycle d'achat client dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et en fait, c'est l'interaction ou le fait de pouvoir traiter correctement les 4 éléments des 4 courbes, donc le besoin, la solution, le budget et le risque, qui va faire que la confiance va pouvoir être obtenue à la phase d'un closing. Et cette confiance correspond dans la gestion du temps d'une opportunité à ce qu'est réellement le fait d'avoir et de comprendre ce qu'est une vraie opportunité commerciale. Et une vraie opportunité commerciale, pour le vendeur, c'est de comprendre qu'il existe dans le temps un écart de situation pour le client final entre le passé et le futur. C'est cet écart qui va définir en réalité un espace-temps. Je parle bien d'un espace-temps. Dans cet espace-temps, on va y pouvoir identifier 2 sortes de besoins. Et dans ces besoins, on va retrouver les différents types d'attentes liées aux attentes fonctionnelles et techniques. Je vais ici projeter les 4 éléments donc, qui évoluent pour l'acheteur et le vendeur dans les 3 phases d'un cycle de vente, sans vous dire bien sûr quelle est la courbe qui correspond aux besoins, au prix, à la solution et au risque. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première chose que l'on peut constater, c'est que la courbe qui part le plus bas, qui arrive au plus haut dans la phase de présentation de démonstration et au plus bas dans la phase de closing, est l'exact inverse de l'autre courbe
qui part du plus haut, qui va au plus bas et qui remonte. Les deux autres courbes, c'est la même chose. En fait, elles sont simplement inversées. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe pour l'acheteur et pour le vendeur dans les trois phases d'un cycle de vente, mais dans les deux espaces-temps. Le vendeur a son espace-temps et l'acheteur aussi a son espace-temps. Et si on respecte bien et on traite bien commercialement dans les trois phases d'un cycle de vente les quatre éléments, pouvoir construire dans le temps cette fameuse confiance pour réussir à vendre. Et vous voyez bien en fait qu'en réalité, dans un cycle de vente ou dans l'échange commercial entre le vendeur et l'acheteur, il y a beaucoup de commerciaux qui pensent que s'ils vendent, c'est grâce à eux. Mais en réalité, vous allez voir ici que, et vous pouvez constater par vous-même, que cet espace, ce triangle qui intègre la compréhension des besoins et des attentes pour l'acheteur, pour le prospect, cette surface ici est exactement la même que la surface que doit traiter en réalité le vendeur correctement dans son cycle de vente. Et c'est tellement juste, cette surface-là, ici, dans la phase de découverte, pour le vendeur, dans son cycle de vente, est plus importante que la phase de démonstration. Et vous voyez que en phase de démonstration, la surface et la répartition de cet espace-temps est exactement la même pour le vendeur ici que pour l'acheteur. Et que dans la phase de closing, si le commercial fait bien son travail, la surface de traitement, entre guillemets, devient beaucoup plus petite pour pouvoir obtenir la confiance et gagner un deal. Et on voit bien ici, dans ce schéma-là, ce qui est à la fin important pour que l'acheteur puisse prendre la bonne décision. Pourquoi cette surface est importante? Puisqu'il doit analyser ce qui s'est passé avant et ce qui se passe à la fin correspond bien à l'écart de la situation actuelle et future, et que ça correspond bien, la solution correspond bien à son besoin et à ses attentes, qui sont qualifiées et identifiées par le commercial dans cette partie-là. Et effectivement, on voit bien que cette partie-là, encore une fois, est 3 fois plus importante pour le commercial. C'est pour ça qu'on dit qu'un commercial doit passer beaucoup plus de temps, ou les très bons commerciaux passent 2 fois ou 3 fois plus de temps que les commerciaux moyens dans la phase de découverte pour pouvoir gagner le plus d'affaires possible. Et quand tout se passe bien, en réalité, le closing, si on a fait une bonne phase de découverte, une compréhension des besoins, ici, le closing, qu'une formalité, un peu comme la cerise sur un gâteau. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous faire comprendre les différentes surfaces qui peuvent exister ou les espaces-temps qui existent dans la réalisation d'une opportunité. Et vous voyez bien qu'un acheteur est tout aussi important dans la réalisation d'un deal que ce que peut faire et comprendre un vendeur. Donc ne pensez pas que vous pouvez, dans une démarche un peu philosophique, penser que c'est toujours grâce au vendeur que les affaires se traitent. Non, les affaires sont gagnées parce que l'acheteur a aussi son rôle à tenir dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et quand les 4 éléments sont correctement bien traités et comprises par les 2 parties, la confiance va être une droite qui est la diagonale, qui correspond exactement, encore une fois, à la compréhension d'une opportunité qui est un espace-temps entre le moment présent et le futur. D'accord? Et c'est cet espace-temps qui définit la vraie compréhension de ce que peut être une opportunité commerciale. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin des autres. Au revoir à tous. Savez-vous que 48% des personnes interrogées sur LinkedIn pensent que les 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte pour pouvoir gagner un deal sont l'adéquation entre le besoin et la solution? Alors, je ne vais pas vous donner la bonne réponse à cette question, c'est-à-dire en réalité de savoir quels sont les 2 éléments les plus importants dans la phase d'une découverte pour pouvoir gagner un deal entre le besoin, le budget, la solution et le risque. Contre, je vais essayer de vous donner un axe de réflexion différent pour essayer de comprendre. Alors, on peut très bien imaginer qu'une personne qui a les moyens de pouvoir s'acheter une Ferrari puisse s'acheter à la place 10 chevaux. Mais maintenant, pensez-vous qu'une personne qui n'a à peine les moyens ou que les moyens de pouvoir
s'acheter une 2 chevaux puisse s'acheter une seule Ferrari. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Il y a toujours plein de prétextes lorsqu'on perd une opportunité commerciale, mais qu'il n'y a qu'une seule raison lorsqu'on la gagne. Et cette raison est toujours unique. Cette raison est simplement l'obtention de la confiance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'intégration entre le cycle d'achat et le cycle de vente à travers la compréhension du fonctionnement des 4 éléments dans un cycle d'achat client. Je vais d'abord vous expliquer cela de la vision du pipeline du commercial. Alors, comme vous le savez, un cycle de vente se décompose en 3 étapes majeures. La phase de découverte, la phase de démonstration et la phase du closing. Et pour ceux qui ont suivi mes vidéos, savent que l'obtention de la confiance dans un cycle de vente, donc dans la durée d'un cycle de vente, est conditionnée toujours par rapport à 4 éléments que sont le besoin, le budget, le risque et la solution pour l'acheteur. Et ces 4 éléments vont varier en termes d'importance et d'intensité pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Je vais expliquer ce que beaucoup de consultants n'arrivent pas à vous expliquer dans différentes formes des techniques de vente, car pour moi, les différentes formes de techniques de vente sont différentes formes de contenant de la vente et non pas du contenu du fonctionnement de la vente pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client dans un cycle de vente pour pouvoir à la fin réussir votre closing. Alors, dans la gestion d'une opportunité, ou en tous les cas dans la vision du pipeline, pour le commercial, vous savez que ça marche toujours comme ça. Donc en fait, la vision du pipeline est une représentation verticale des 3 phases dans un cycle de vente. Et là, on va retrouver dans ces 3 phases la phase de découverte, la phase de présentation et la phase du closing. Et dans chaque phase d'un cycle de vente, il y a différentes étapes qui, elles, vont définir aussi quelque chose que les commerciaux mélangent beaucoup, qui est d'associer un pourcentage de chance par rapport à une phase ou en tous les cas aux étapes d'avancement dans la gestion d'une opportunité. Et encore une fois, ce pourcentage de chance n'est pas ce qui permet de définir le fait d'obtenir ou pas la confiance d'un client pour pouvoir gagner un deal. Le pourcentage de chance dans la gestion d'un pipeline permet de calculer potentiellement le chiffre d'affaires que vous allez obtenir dans votre closing à travers toutes les opportunités que vous allez devoir gérer dans votre pipeline d'un point de vue global. Donc ça, c'est un autre élément important et qui est un facteur d'incompréhension pour les commerciaux, car en réalité, si vous avez une gestion mode de calcul qui va vous permettre justement de comprendre le chiffre d'affaires potentiel que vous pouvez obtenir sur une durée, par exemple un mois, un trimestre, un semestre, une année, etc. Vous allez comprendre qu'en réalité, ça sert à structurer votre pipe en fonction du nombre de deals que vous devez avoir sur l'année, et ce nombre de deals va définir le nombre de leads que vous devez avoir en entrée de pipe pour pouvoir réaliser votre objectif à la fin d'une année. C'est un sujet que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo pour pouvoir effectivement comprendre comment on peut calculer le nombre de leads en entrée de pipe pour pouvoir réussir son objectif. Alors maintenant, si je reviens sur le point de vue purement vision commerciale, le commercial a une vision de son opportunité de cette manière-là, et on voit très bien à travers cette vision verticale que la phase de découverte est 2 fois plus importante que la phase de closing, et les meilleurs commerciaux passent donc 2 fois plus de temps dans la phase de découverte que des commerciaux moins bons, et ça c'est une réalité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de l'acheteur, puisque l'acheteur a une vision inversée de la gestion de son opportunité, puisque au départ, il va avoir une version assez restreinte de son besoin et de ses attentes, et au fil du temps, sa vision, ou en tous les cas la confiance qu'il est en train d'accorder à un vendeur va augmenter pour justement pouvoir à la fin travailler ensemble. Maintenant pour l'acheteur, voilà en fait comment un acheteur voit une opportunité commerciale. Donc en fait, un acheteur, il a une vision complètement inversée par rapport au commercial. Et maintenant, je vais vous prouver que justement, cet alignement
des planètes que ne savent pas expliquer les 3/4 des consultants ou des formateurs, des coachs, etc. en vente, va fonctionner à travers cette fameuse connaissance du cycle d'achat client. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que effectivement, ces 4 éléments, je répète encore une fois, le besoin, le budget, le risque et la solution vont évoluer tous d'une manière cohérente, logique et humaine pour pouvoir obtenir la confiance. Et là, vous voyez très bien qu'à travers ce schéma, il y a vraiment une imbrication entre la vision du vendeur et la vision de l'acheteur. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que l'ensemble des 4 éléments sont inclus dans la vision commerciale et dans la vision que peut avoir un acheteur. Donc voilà encore une fois la preuve que le fonctionnement du cycle d'achat client permet de comprendre l'imbrication complète entre le vendeur et l'acheteur. Et toutes les personnes qui vous expliquent les différentes formes, ou je dirais contenants de la vente à travers les différentes techniques commerciales, vont vous expliquer ce qui se passe autour, c'est-à-dire la présentation du commercial, l'argumentaire, le traitement des objections, etc. Donc en fait, les conférenciers, les professeurs de vente, les coachs, etc. vous expliquent sur la vente. Ce sont des éléments périphériques qui vont évoluer dans cette zone-là. Mais en aucun cas vont vous expliquer ce qu'il se passe à l'intérieur de la gestion d'une opportunité pour pouvoir obtenir la confiance à travers, encore une fois, les 4 éléments du fonctionnement du cycle de chaque client, que sont donc la compréhension des besoins et le traitement des attentes, une notion budgétaire pour l'acheteur et un prix de vente à la fin d'un cycle de vente, la notion de risque, quel risque en réalité prend un acheteur pour pouvoir faire confiance à un vendeur, et l'inverse existe également, et également la solution que l'on amène par rapport à la bonne compréhension du besoin et des attentes. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin des autres. Au revoir. On dit souvent que pour vendre, il faut savoir écouter un prospect. Mais quand je pose la question aux commerciaux, mais écouter pour faire quoi? Eh ben, c'est généralement le flou artistique et on ne sait pas expliquer réellement ce que cela veut dire. En réalité, je pense, à travers toujours cette compréhension du fonctionnement du cycle de chaque client, que écouter, c'est d'abord entendre les attentes fonctionnelles et techniques, pour comprendre le besoin. Voilà en fait ce que veut dire écouter. Et écouter, dans une démarche commerciale, c'est d'abord écouter pour comprendre, donc comprendre le besoin à travers l'écoute des attentes, comprendre pour pouvoir analyser une situation et donc solutionner à la fin un problème. Donc écouter pour comprendre, comprendre pour analyser et analyser pour solutionner. À très bientôt, au revoir. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. À bientôt.